Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Oui, merci pour l'invitation. C'est très différent des films que je présente ici habituellement le mercredi soir. Donc vous avez vu la petite bande-annonce et dont le prochain est Certains l'aiment chaud. Donc là, on est à l'autre bout du spectre. C'est un cinéma dit de recherche, on pourrait dire. Mais Clément Cogitor, vous avez peut-être déjà vu son premier long métrage, Ni le ciel ni la terre, avec Jérémy Régnier. C'était Rognier, peut-être on dit, en 2015. Et il avait fait d'autres, il avait fait des courts métrages avant, mais il avait aussi fait un moyen métrage documentaire assez intéressant et très intriguant, Braguigno, qui se passait en Sibérie entre deux espèces de familles dans un coin complètement reculé de la Sibérie et qui vivaient en ennemis en fait, alors que elles étaient très isolées, quasiment en autarcie, et c'était quelque chose de très intriguant sur la question de la frontière, de l'absurdité d'une forme de frontière entre ces deux petits clans, et finalement peut-être que ça recoupe des choses, vous allez voir là. Je ne vais pas développer sur le film lui-même, sur celui-ci qui a été présenté à la Semaine de la Critique au dernier festival de Cannes. Vous y reconnaîtrez peut-être l'acteur principal, Karim Leclou. Alors, est-ce que le film Pour la France est déjà sorti ? Je ne sais plus, mais il tient le rôle principal. Mais en fait, on le voit depuis une dizaine d'années au cinéma, mais dans des seconds rôles. Et je trouve que là, Goutte d'Or lui donne enfin, disons, un rôle majeur. Et puis, pour ceux qui viennent pour voir, disons, un portrait documentaire du petit quartier de la Goutte d'Or du 18e arrondissement parisien, vous allez voir que le titre est à la fois juste et à la fois une fausse piste peut-être, ou en tout cas un aspect seulement. Ça n'est pas un film sur ce quartier, mais c'est vrai que Clément Cogitor, en tant que cinéaste, aime quand même ancrer ses fictions dans un lieu et dans tout ce qu'il lui évoque, et c'est un lieu qu'il a habité, lui. Il n'est pas de Paris, mais dès qu'il est arrivé à Paris à 17-18 ans, c'est là qu'il a habité, et là, et à Barbès, et si vous connaissez Paris, le nord de Paris, tout l'axe qui va jusqu'à la porte de la Chapelle et vers l'extérieur, donc vous allez reconnaître peut-être plusieurs endroits, mais c'est vrai que c'est pas un documentaire sur la Goutte d'Or. Alors je vous laisse voir le film, et puis j'espère que vous resterez pour le petit échange qu'on aura après. Bon film. Bon, quelques mots quand même pour ceux qui restent là, même si c'est difficile d'émerger. C'est pas au cœur de quelque chose d'assez sombre. Mais ce qui me frappe, je l'ai vu plusieurs fois le film, c'est que c'est un film coupé en deux d'une certaine façon, avec toute cette partie, j'allais dire technique, du début, où on a les coulisses du marabout, disons. Et puis ensuite, quelque chose de finalement beaucoup plus heurté, et même dans les mouvements de caméra, dans la caméra très, très portée comme ça, et puis dans l'action, dans le fait qu'il y ait beaucoup de gestes violents, de poursuites, etc. Mais ce qui me semble assez remarquable par rapport à d'autres films, c'est que si on pense à ces deux blocs, disons avec ça, c'est que le point de bascule, bien sûr, est laissé comme une brèche dans le récit, est laissé comme c'est-à-dire que le film se pose à lui-même la question que les autres posent à son personnage, à savoir, mais en fait, comment tu as pu savoir qu'il était là, le corps de l'enfant ? Et bizarrement, dans la plupart des films, on y répondrait, alors ça peut être frustrant, hein, mais la plupart des récits y répondraient dans l'enquête, voilà, on irait vers quelque chose qui révèle ça, et là, il est laissé comme quelque chose qui est fendu, comme ça, ouvert, comme un fruit en train de pourrir devant nous, avec cette espèce de césure qui n'est jamais explicitée, sinon que, bien sûr, d'une certaine façon, elle retravaille toute la première partie, puisque toutes les certitudes, disons, tout le petit système dont on voit qu'il est quand même très très rodé, de ce marabout dominant qui a changé l'écosystème même des autres marabouts du quartier, eh bien finalement il est dépassé par, j'allais dire, un vrai mort, enfin un vrai corps mort, et en plus celui d'un enfant. C'est-à-dire que c'est assez frappant de voir qu'il n'arrête pas d'être en contact, soi-disant, avec les morts dans la première partie, à tel point qu'on se dit
qu'effectivement, d'une certaine façon, il apporte quelque chose de thérapeutique, si on veut, de bénéfique, d'une sorte de, on pourrait dire, d'ethnopsychiatrie, enfin voilà, de quelque chose de l'ordre de rituels qui font du bien au sein d'une communauté, et puis qu'il accomplit, alors ça c'est... Je trouve ça assez surprenant dans le film, c'est le fait que, là encore, ce soit en deux parties, quand nous, spectateurs, on apprend ce qu'il fabrique, hein, ce qu'il fait comme métier. C'est-à-dire qu'on comprend dans un premier temps les bidouillages, je dirais, technologiques avec les réseaux sociaux, les ordinateurs, les codes de téléphone, etc. Toute cette partie très... individuel, on pourrait dire, où chacun, il s'agit de regarder quel est votre code secret pour pouvoir ensuite bidouiller votre téléphone. Et puis, en fait, là aussi, il y a encore une autre partie, et il me semble qu'on s'y attend pas, c'est-à-dire tout à coup, hop, c'est retourné, au lieu d'être des entretiens extrêmement intimes, le face-à-face ritualisé, ça devient une sorte de partage circulaire qui ressemble énormément, évidemment, à une performance théâtrale et musicale, qui est organisée comme telle. Et il finit par le dire, je fais des petits spectacles, les gens payent, c'est normal, les gens reviennent quand ils veulent parce que je fais des spectacles. Donc, tout ce côté, alors qu'a priori, on aurait pu penser que ça se passait d'individu à individu, enfin, du mage à sa victime, d'une certaine façon. Et c'est assez étonnant qu'il y ait ces choses très très intimes partagées et qu'il faille ce côté public et comme ça circulaire, musical, dont les gens eux-mêmes voient qu'on fait spectacle finalement de leur séance de spiritisme. C'est quand même assez osé d'aller jusque-là dans une forme d'esthétisme de la part du personnage lui-même. Ce qui fait réfléchir évidemment sur le statut de ce personnage. On ne peut pas s'empêcher de penser que, et la boucle est un peu bouclée à la fin quand il dit oui, je suis comme votre fils, je suis un voleur et un menteur, on se dit évidemment que c'est aussi le cinéaste qui parle, et il me semble que quand on voit cette dimension très petit théâtre de ce travail, de cette charlatanerie, il me semble assez clairement que le cinéaste lui-même s'avoue charlatan, d'une certaine façon, s'avoue voleur et menteur, et après tout, il donne une définition et de la fiction et d'une fiction qui est à la fois documentée, si vous voulez, qui se nourrit en tout cas du réel. Quand je dis documentée, c'est qu'en fait, il n'a pas fait une enquête, il ne base pas, si vous voulez, les coulisses du métier sur une enquête qu'il aurait faite ou des documentaires là-dessus. Il trouve au contraire, il est allé, Clément Cogitor, il a essayé bien sûr d'aller dans les coulisses des marabouts, mais en fait il dit qu'il a été très déçu parce qu'il trouvait les stratagèmes plutôt grossiers et plutôt évidents. Et donc il s'est dit, bon bah aujourd'hui, moi qu'est-ce que je ferais si je voulais rentrer dans le secret des gens, j'irais sur leurs réseaux sociaux et je hackerais, voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que véritablement un film basé sur une réalité documentaire. Même si au tout début de l'écriture du scénario, par exemple, il n'y avait pas les enfants. Il n'y avait pas ces enfants qui sont arrivés en 2016. Il y a eu une vague comme ça d'arrivée d'enfants de Tanger et il a incorporé ça au scénario, mais ce sont des enfants qui ont fait l'objet d'un casting, enfin... ce sont pas là encore, c'est pas la saisie documentaire de personnes, d'enfants clandestins comme ça. Donc c'est incorporé. Il y a évidemment une réalité, mais c'est plutôt une réalité, vous le voyez, du lieu tel que filtré à travers ce que la fiction en fait, et puis le centre même du film qui est ce rapport à la croyance, enfin quelque chose d'initiatique, disons, on pourrait, pour le personnage, à savoir, voilà, il est placé sous l'augure de ce père soi-disant mage, et comment il s'en est toujours d'ailleurs comment il s'en est toujours tenu à distance. On voit au début d'ailleurs qu'il le voit dans la rue, vous vous souvenez, il voit son père dans la rue et il se détourne quand le père appelle, il raccroche, enfin bon, on connaît tous ça un peu. Mais voilà, cette distance-là, comment ensuite il va incorporer. Alors, évidemment la césure, le fait que le film ne résolve pas cette espèce de vision qu'il a eue quand il était sur scène. En tout cas, on comprend, la coupe intervient quand il est sur scène et qu'il est censé faire l'intercesseur entre un père mort
et ses enfants, je crois. Voilà, le film laisse cette possibilité, disons, du médium ouverte, mais ne la confirme pas tellement. Il s'en sert pour montrer comment son monde, disons, rationnel et profitable, d'une certaine façon, financièrement, est bouleversé par ce surgissement. Et quand même, d'où le rôle quand même finalement très important des enfants, parce que, et de l'enfant mort, qui lui a une espèce d'épaisseur. C'est pas du tout pareil un mort qui a un esprit, hein, un mort qui alors en plus un faux esprit, mais qui se manifeste comme ça de manière spirite, et puis le côté extrêmement, j'allais dire même terreux, enfin le rapport, le fait qu'il le trouve dans les gravats, qu'il y ait voilà, cette espèce de poids du corps, a priori quand on voit un homme fait transporter un enfant, on pourrait croire que c'est facile, on voit bien la façon dont il le porte. On sent le poids, hein, il a de la difficulté à le soulever. Donc le film, à cette image-là, me semble-t-il, essaye de travailler quelque chose qui serait à la fois très documentaire, d'une certaine façon, dans la façon dont il y a une topographie et de la Goutte d'Or, je disais, et de son prolongement, puisqu'on voit que ce grand chantier, en fait ce chantier-là aussi qui est venu en cours de préparation du film, puisqu'il le situait d'emblée là, son film, mais il n'y avait pas encore ces grands chantiers qui sont à la fois pour le tram, les Jeux Olympiques, etc. À cet endroit-là. Le chantier était encore plutôt porte de Clichy. Mais donc, voilà, cette matérialité-là, c'est une topographie, c'est le square, si on connaît les lieux, on les reconnaît d'une certaine façon. Si on ne les connaît pas, ce qu'on voit, c'est beaucoup de circulation, d'escaliers, comment l'appartement, en fait, est circulaire et relié à un autre côté. Vous vous souvenez, quand la police sonne et puis qu'il arrive comment ça s'est relié au toit, comment il redescend dans un autre immeuble à partir du toit. Donc tout ce côté, disons, boyau qui fait quartier pour nous, qu'on le connaisse ou non, les choses se relient, les points se relient, parce que quand on va dans un lieu 2 fois dans un film, quand on va 2 fois dans le même décor, d'une certaine façon, on commence à se repérer. Donc quand on va 2 fois à la revendeuse de téléphone, la reconditionneuse de téléphone de la porte de la Chapelle, voilà, on la reconnaît, elle devient un personnage qui tout de suite prend une sorte d'épaisseur, et on est, je trouve, tout à fait crédible, par exemple, quand elle crie sur les enfants quand ils arrivent, effectivement qu'elle arrive à éloigner les jeunes gens. Il y a quelque chose de... Voilà, donc il y a toute cette dimension-là, disons, non pas réelle, mais en tout cas extrêmement naturaliste, on pourrait dire, y compris dans sa lumière, hein. Il y a tout un travail du chef opérateur sur la sous-exposition, hein. C'est quand même un film quasiment de nuit. Enfin, on commence sur le chantier de nuit, et puis il y a tout ce jeu entre le noir et, disons, le doré, avec même la couverture de survie dorée comme ça, ou bien les reflets des lumières dans la boue sur le chantier. Et évidemment, tout ça est lié à ce nom, ce baptême final de Goutte d'Or, qui a pris tout au cours du film une autre dimension que simplement le nom du quartier, puisqu'on a vu aussi dans le magasin de reconditionnement le liquide comme ça qui coule. Alors évidemment, ça fait penser à quelque chose d'alchimique, et puis tout à coup on voit le médaillon, on se dit ah oui, tiens, il a un peu la forme d'une goutte. Bon, tout ça est un peu, j'allais dire, téléphoné d'une certaine façon, mais c'est très matériel en fait dans la façon dont c'est mis en scène. Il y a un travail, il faut que la matière soit à la hauteur de ça. Il faut qu'on le voit, qu'on le sente, qu'on l'entende. Donc tout ça, c'est ça la mise en scène. Et donc, je disais, ce côté extrêmement matériel, et en même temps, comment la croyance est travaillée par le film, comment il y a une forme de surnaturel. C'est-à-dire comment on ménage le surgissement. Alors, dire du fantastique, je pense que ce serait trop dire, mais simplement de la possibilité, disons, du surnaturel à l'intérieur de ce qui apparaît comme, disons, ce qui pourrait être un film français un peu social, comme ça, de plus. Et il me semble qu'il essaye quand même de le... Alors lui, il dit, je crois, réalisme halluciné ou naturalisme halluciné, enfin, de le relever un peu d'une certaine façon, avec la possibilité de choses qui, par friction, on pourrait dire,
crée des moments saisissants, que ce soit tout simplement cette idée des vigiles qui sont en fait des jumeaux, et où en fait là il n'y a rien de surnaturel. Il suffit simplement qu'on n'ait pas pensé au fait que quelqu'un qu'on connaît a un jumeau identique, pour que tout à coup, par un jeu de chant contre chant, le personnage soit soi-disant un mage, etc., un charlatan qui en a vu d'autres, il soit réellement terrifié, par exemple. Donc ça, c'est une des idées. Mais voyez comment il faut à la fois quelque chose de très, très matériel et en même temps la possibilité, disons, humble, enfin humiliante d'une certaine façon pour le personnage, que la croyance ne soit pas entièrement de l'ordre du maîtrisable, de maîtriser par une forme de cynisme qui fait qu'on pourrait l'utiliser simplement en étant charlatan. Et donc ça, si on admet que le cinéaste, d'une certaine façon, se projette dans ce personnage de menteur, de voleur, hein, quand on fait de la fiction, on ne fait que voler, enfin, d'une certaine façon, et mentir, alors il y a aussi, d'une certaine façon, une sorte d'initiation proposée ou de quelque chose d'humble, disons, qui arrive à la fin. Et c'est vrai que j'ai l'impression quand même que le personnage principal devient de moins en moins gueulard, on pourrait dire, et de plus en plus dans l'écoute. Autant l'écoute, elle est professionnelle au début, on a l'impression d'un analyste, hein, d'une certaine façon, il crée un silence autour des gens pour faire spectacle, en l'occurrence. Mais ça, c'est un défi de mise en scène, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail du son qui fait que le silence existe, quoi. Donc peut-être certains d'entre vous se sont assoupis parce que c'est un film qui ménage cette espèce de silence qui sertit la parole du mage, disons. Pour que la parole soit efficace, il faut qu'elle soit sertie de silence. Et puis ensuite, me semble-t-il, un silence qui est beaucoup plus pris sur soi. Et je trouve que dans l'interaction même finale avec la mère, voilà, il dit pas grand-chose. Il écoute, il pose des questions, et au fond, voilà, il n'y a pas à essayer d'en tirer quoi que ce soit ou d'affirmer quoi que ce soit. Il faut à un moment faire face à cette espèce de misère très grande qui le dépasse, qui dépasse toute la communauté. Bon, voilà, j'ai trop parlé. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez, je vais me lancer, et puis après je ferai passer le micro. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Juste 2-3 remarques comme ça. Je trouve qu'il y a quand même... Enfin, j'aime beaucoup la définition de, comment tu dis, de réalisme halluciné, c'est ça, ouais. Mais en même temps, je trouve qu'il reste quand même aussi quelque chose de... j'ai l'impression qu'on est beaucoup collé au personnage, enfin une manière de filmer en caméra portée qui, malgré tout, quand même véhicule pas mal de pas de clichés, mais enfin une manière de filmer quand même qu'on a beaucoup vu, un peu le syndrome Rosetta, quoi. Les frères Dardenne. Voilà. Ouais. Et je dis pas que ça marche pas, mais en tout cas, je trouve pas ça hyper original. Ouais. Et ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est effectivement tout ce qui va sortir du programme, en fait, avec les éléments plus ou moins fantastiques. Et à cet égard, en fait, le moment en fait, où il a cette vision en fait, de l'endroit où se trouve le corps de l'enfant, je trouve ça assez dommage finalement que ça intervienne d'une manière aussi elliptique. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'idée qu'il ne l'explique pas, ça c'est ok, mais en fait, moi quand j'ai vu le film, j'ai passé un moment à me poser la question, peut-être qu'on va apprendre à un moment donné pourquoi, comment il a retrouvé le corps, mais qu'il va y avoir une explication, peut-être rationnelle en fait. Ouais. Et je vois pas très bien quel profit tire le récit de laisser en fait en suspens cette question. Parce qu'en fait c'est une sorte de double impasse. C'est-à-dire que si on donne une raison rationnelle à comment il a trouvé, on est d'une certaine façon déçu dans le parcours initiatique du type qui est censé quand même comprendre que il n'y a pas que sa petite maîtrise virtuose du monde et que c'est pas le maître du monde et qu'il y a des choses qui le transcendent, voilà. Et en même temps, si on ne l'explique pas,
on se dit c'est un peu facile de laisser tout en plan comme ça et de dire il doit y avoir une vision surnaturelle, il doit être un peu médium quand même, ou je ne sais quoi, le père ou l'enfant l'a effectivement appelé, etc. C'est vrai que c'est osé, parce qu'on voit bien par ailleurs, et si on a vu d'autres films de Clément Cogitor, qui est par ailleurs vidéaste, un peu arty, enfin expérimental, qui a mis en scène Les Indes galantes à l'opéra, etc. On voit bien que ça peut pas être juste une maladresse comme ça, et que c'est un geste assez radical de dire voilà, je vous montre un film, mais il a un pli, quoi. Il y a un pli au milieu. Mais ça dit quand même quelque chose, ce pli ou cette ellipse, sur, quand même, je trouve, c'est en parallèle du personnage, de dire, moi, je ne peux pas expliciter, d'une certaine façon, l'ineffable ou l'inexplicable, ou ce qui n'est pas rationalisable. C'est une espèce de contradiction dans les termes. Si moi, cinéaste, j'explique ce qui, par définition, est transcendant. Donc, il n'y aurait pas de bonne solution, d'une certaine façon. Et je signale que, par exemple, les frères Dardenne, qui, effectivement, ont ceci de commun avec ce type de cinéma que... le plus souvent, leur héros ou leur héroïne se trouve face à un dilemme moral, c'est-à-dire est effectivement souvent un personnage qui vit de petits trafics, qui se débrouille en écrasant les autres parce que voilà, c'est l'intérêt de l'individu qui essaye de survivre et qui est prêt à faire des choses moralement répréhensibles, et puis qui apprend que peut-être qu'en considérant l'autre, il se hausse à quelque chose, pas pour avoir une médaille de morale, mais parce que, d'une certaine façon, ça le rattache à l'humanité, enfin, qu'il est moins seul. Enfin, il me semble que c'est quand même ça, dans beaucoup, Le silence de Lorna, Rosetta qui manque de noyer son ami, de laisser noyer comme ça son ami, enfin voilà, presque tous les films des frères Dardenne suivent ce programme, on pourrait dire quasiment de rédemption. Donc il y a quelque chose de similaire, et dans la mise en scène, les frères Dardenne ont effectivement beaucoup filmé les gens à la nuque, enfin, dans Le Fils, on se souvient de ces plans très rapprochés comme ça sur Olivier Gourmet. Donc évidemment que le cinéma des Dardenne, il a imprimé quelque chose depuis 30 ans, c'est sûr. Mais je pense effectivement que les Dardenne ne seraient pas allés, d'une part, dans la précision du lieu. J'ai presque l'impression que celui-ci est plus travaillé, alors qu'ils sont quand même d'un lieu particulier, la ville de Liège, etc. Donc c'est présent, mais c'est moins matériel. Et d'autre part, effectivement, ils n'auraient pas osé un geste comme ça, c'est-à-dire de laisser un film avec une grande coupure au milieu. Et ça me semble plus lié à une espèce de liberté de quelqu'un qui a l'habitude de faire aussi des films complètement expérimentaux, enfin des courts-métrages pour lesquels, par exemple, il n'a aucun compte à demander en termes de chercher à produire un film avec des financements, avec un long-métrage qui va être commercial, etc. À partir du moment où il fait une installation, Clément Cogitor, voilà, il n'y a plus du tout les attentes, y compris narratives, donc il est bien capable de faire ça. Et je pense qu'il s'autorise ça, et que nous, spectateurs qui aimons quand même, si on est là, beaucoup le cinéma classique, enfin, ou le cinéma narratif, oui, effectivement, c'est irrésolu et c'est un peu frustrant, mais c'est assez remarquable quand même. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je vais passer, je pense, le micro après, mais peut-être que je préciser ce que je voulais dire, c'est que moi j'aime beaucoup l'idée qu'en tant que spectateur, voilà, on ne sache pas en gros finalement ce qu'il en est, est-ce que c'est un don ou pas. Oui. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vraiment en termes de récit, en fait, il ne nous dit pas en fait comment dire ce que ressent le personnage. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, pendant un moment, on pense que peut-être qu'il nous cache en fait quelque chose. Oui, c'est ce que je voulais dire, et qu'on a un doute par rapport à ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Sinon, l'idée est vraiment, comme tu dis, est vraiment super, quoi, de laisser que lui-même, en fait, peut-être ne comprenne pas pourquoi. Ça, c'est super. Mais en fait, je sais pas, c'est peut-être moi qui n'ai pas suivi. J'ai peut-être raté un truc, mais bon, il m'a semblé que c'était pas hyper clair de ce côté-là. Bon. Alors, il y a plusieurs doigts qui se lèvent. Oui, après je remonterai, vous inquiétez pas. Alors,
C'était qui À moins que ce soit la même affirmation ou question. C'était rapide, ça allait dans le même sens. Il y a aussi ces enfants dont on nous dit qu'ils viennent de Tanger, donc on imagine qu'ils sont directement arrivés et s'élèvent tout seuls. Et on découvre à la fin que finalement le mort et le frère, la mère, habitent en France. Et on a donc... moi j'ai pas... On ne sait pas, non. Elle était là. Et non, parce que le numéro de téléphone... Alors, elle parlait de royaume. Alors, je ne sais pas ce qu'elle appelait le royaume. Elle voulait l'élever dans le... Enfin, moi, j'ai eu cette impression à la fin qu'en fait, elle était déjà là. Et... Ah oui. Parce que le numéro, c'est un numéro. Je ne sais pas, je ne connais pas les numéros de là-bas. C'est un numéro marocain. Oui, le 212, c'est un numéro marocain. Et bon, d'accord. Alors, c'est moi qui n'avais pas compris sur ce coup-là. Et donc, aussi, ce qui m'a paru un peu étrange dans le film, c'est qu'il fasse tout seul. Alors qu'on a l'impression qu'il n'a pas de si mauvais rapport avec la police. Moi, mon premier réflexe en trouvant un corps, ça aurait été de ne pas le toucher et d'appeler la police, surtout qu'a priori, à la fin, ça se termine très très bien avec la police. Et d'ailleurs, je trouve que dans ce film, qui pourrait éventuellement donner un côté un peu réaliste à la vie du quartier, je trouve que le côté police était assez mal fait, puisque j'imagine que dans aucune des scènes, la vraie police aurait agi de cette façon. Ils étaient un petit peu surjoués, puis un peu acteurs, hein. Et je trouve que le côté prise en charge par la police, alors sauf si vraiment c'était surnaturel, cette histoire, ils n'étaient pas vraiment impliqués. Ils se laissent avoir par les gamins, ils se font envoyer l'extincteur sans faire attention. Il y a personne c'est un peu mal fait à ce niveau-là, sauf que ça laisse part au récit, puis à donner un côté un peu surnaturel peut-être. Je suis d'accord que le moment, disons, de la montée en neige, on pourrait dire finale, et pas forcément le plus réussi dans la mise en scène. C'est pas facile de faire un film d'action, parce que si vous pensez à l'ensemble du film, il y a une espèce de modulation à travers différents genres d'une certaine façon, et tout à coup on a l'impression qu'il se dit bon là c'est un moment film d'action, et en fait c'est pas facile de faire ça, c'est-à-dire de donner l'impression que les gestes sont justes, que le rapport de force vraiment physique est juste. Et je suis d'accord qu'on se dit mais quand même le petit là il sort son extincteur bien tranquillement, mais indépendamment de ça, l'attitude de la police, il me semble que quand même c'est plutôt pas un cliché là pour le coup qui est montré. Après, est-ce qu'on sait exactement comment ça se passe? C'est quand même partie des cas particuliers, mais quand même il y a une chose de la police, c'est le côté de toute façon on les relâche parce que ça recommence, quoi. C'est un cercle. On a perdu d'avance en fait. On a perdu d'avance, donc on les attrape, on les relâche, ils sont mineurs, etc. Et ça, ce côté blasé d'une certaine façon, je trouve, moi ça résonne. Enfin, je trouve que c'est assez juste. Là, indépendamment de leurs gestes précis, mais des policiers. Oui, à la fin, le fait qu'il ait trouvé un corps et qu'il ne soit pas, d'une certaine façon, impliqué, et peut-être dans le film, dans le récit, justifié par le fait qu'il connaît c'est pas la commissaire, mais l'adjudante, là, et qu'il a essayé quand même d'aller la voir un jour, puis on lui a dit non, circule, elle est pas là. Donc on se dit... Bon, il y a beaucoup de trous de toute façon dans le film. Moi, celui-là, effectivement, j'ai un peu pensé, je me suis dit, il trempe là-dedans. Il y a ses empreintes sur le corps, etc., si on veut, mais on voit bien qu'en fait, il n'y a pas d'enquête qui est faite là-dessus. Et ça, je trouve que c'est très juste. C'est-à-dire que le statut de ces enfants, c'est pas du tout... on va pas faire une grande enquête avec prélèvement d'ADN, etc., pour savoir qui l'a tué, parce que c'est des enfants qui sont pas politiquement considérés par la société, qui les accueille pas, quoi. Donc ça, c'est fort quand même de dire. Ils déboulent là-dedans. Ils sont une sorte de. On n'arrive pas trop à empêcher qu'ils commettent des délits, et en même temps, on leur donne un respect, disons, minimal. Enfin, le corps, il est quand même pris en charge, etc. Mais on voit bien que, enfin, vraiment, ce serait très étonnant qu'il y ait toute une enquête qui soit lancée. Et d'ailleurs, ils ont la réponse, hein. Les policiers ont la réponse. Lui, il ne l'avait pas, mais c'est un tel de la bande de la rue chose qui l'a tué. Donc on a l'impression d'une habitude de ça. Ils ont les caméras de surveillance, oui. Oui, qui montrent qu'il l'a porté. Alors il y a presque un côté, je sais pas, c'est pas christique, mais un peu de piéta comme ça dans ça. Ouais.
Oui, moi ça m'a fait penser pas mal à David Lynch, notamment quand il va chez son père et que son père lui demande qui est là. Donc voilà, et il dit personne sauf les ombres. Et ça fait penser aux Revenants en fait de David Lynch, le même traitement, c'est-à-dire des gens qu'on ne veut surtout pas voir. On ne veut surtout pas voir ces enfants-là. Leur souffrance, ce qu'ils ont d'humain, et c'est finalement ces enfants qui sont d'une extrême violence qui vont humaniser le personnage. Parce que je trouve que c'est très intéressant au départ aussi quand il le suit avec la caméra. En fait, ce personnage principal est insupportable au départ. Il est tellement inhumain. Il va fouiller dans l'intimité des gens. Il ressent rien. Il donne l'argent à ses collaborateurs sans aucun sentiment. Il refuse de voir son père. Et c'est la bascule, comme vous avez dit, quand il retrouve le corps. Et c'est ce qui lui donne du poids, comme vous dites, c'est en fait l'incarnation quelque part, comme effectivement la Pietà qui va porter en fait son enfant, et c'est ce qui va incarner, ce qui va l'incarner, ce qui va lui donner de l'humanité, de la chair. D'ailleurs, il met du sang en fait sur son t-shirt, et je sais plus ce que j'allais dire. Et voilà, donc moi ça m'a fait penser pas mal à David Lynch effectivement, et aussi le fait, voilà, c'est ça, c'est comme un contrat qu'on a en acceptant qu'il n'y ait pas d'explication au fait qu'il retrouve. Et c'est un peu comme David Lynch. À un moment donné, on se dit, je ne comprends pas, tant pis, je me fais avoir juste par les émotions, juste par la poésie du moment, et c'est pas grave en fait si j'ai pas tout compris, c'est pas grave si la police, ça fait un peu bizarre par moment, c'est tout ça. Et finalement, en fait, je me dis aussi que la police, elle accepte ce contrat-là de la Goutte d'Or, où tout n'est pas explicable, où c'est tellement délirant en fait, tout ce qui se passe, que finalement, bah, c'est comme ça. Et voilà. Oui, alors c'est marrant, c'est amusant de rapprocher David Lynch de la police de la Goutte d'Or. il serait étonné, David Lynch. Mais oui, je vois ce que vous voulez dire. Et Lynch, vous pensez sans doute au moins à deux films, Lost Highway et Mulholland Drive. Hein, justement, Mulholland Drive sur ce côté film coupé en deux. Il y a dans l'histoire du cinéma des films avec une fracture au milieu. Bon, je pense que Lynch a une espèce d'imaginaire onirique, voire cauchemardesque plus fort. Là, on reste quand même dans un quotidien, mais on voit bien que ne serait-ce que le code qu'a établi le père pour rentrer, c'est très simple, il suffit de le mettre 2 fois dans le film. Donc la première fois, il répond, mais il dit, bon allez, ouvre, je te donne ta phrase, mais j'y crois pas une seconde, et ouvre. Et puis la deuxième fois, il nous l'a fait entendre d'abord beaucoup plus calmement, il y a toute l'écoute autour de la présence des enfants, et puis évidemment que cette phrase, ni des hommes, ni des femmes, mais des ombres qui passent, on ne peut pas à ce moment-là ne pas penser aux enfants qui sont là quand il le dit. Donc ça prend tout à coup un poids. Donc ça, c'est c'est une sorte de schéma initiatique qui fait qu'on voit quelque chose une première fois. C'est presque une vérité spectatorielle, quoi. On voit dans un film quelque chose une première fois, bon, notre espèce de subconscient l'enregistre mécaniquement, et puis ça revient, et là, ça prend un sens. Et donc ça a quelque chose d'assez satisfaisant de ce point de vue-là. C'est peut-être moins déroutant que David Lynch. Oui. Mais c'est vrai que David Lynch, les types qui surgissent parfois, c'est des clochards. Enfin, les personnages surnaturels ou pseudo-surnaturels, comme par hasard, c'est des parias de la société. Oui, pardon. Oui, moi je me posais la question par rapport à la filiation, parce que c'est vrai que le père, il est quand même empreint d'une grande spiritualité, c'est un père mage, et j'ai l'impression que cette ellipse, en fait, dans le film, c'est un peu l'énigme de la filiation. Finalement, qu'est-ce qu'on transmet ? Et là, on se demande finalement qu'est-ce qui s'est passé entre ce père et ce fils. Il y a comme une énigme finalement dans la passation même de cette compétence ou de cette capacité à exprimer une forme de spiritualité ou oui. de... Oui, alors juste là-dessus, ouais. D'ailleurs l'acteur est mort, il est mort à Cannes, Ahmed Benaïssa, en fait on l'a vu, moi je me souvenais de sa tête parce qu'on le voit dans plein de films algériens, il est algérien, il est mort à Cannes juste avant de présenter le film, c'est assez frappant comme réalité, mais ce qu'on voit là-dedans quand même, c'est d'abord qu'il vit seul, soit il est veuf, soit séparé, mais en tout cas, c'est quand même pas rien. C'est un père qui est dans son petit appartement, qui se fait sa petite cuisine et tout ça tout seul, donc il y a quand même un manque dedans. Et finalement, la mère qu'on voit, c'est la mère des 2 enfants. On voit bien que, dans une espèce de constellation du film, quand il y a un père et qu'il y a une mère, même si c'est pas un couple, vous voyez ce que je veux dire, il y a des espèces d'équilibre et de translation comme ça qui s'opèrent. Donc évidemment que
on n'est pas très étonné que le père traite de manière paternelle les enfants qui débarquent chez lui, quand il les essuie et puis qu'il dit petits oiseaux, vous êtes tout mouillés, etc. On voit bien que là, l'autre, il y a un contre-champ sur lui et il se dit non mais il est en train de s'occuper d'eux. Et on se dit peut-être, alors je ne sais pas si vous avez dit, moi il ne m'a pas fait ça, hein, moi j'ai pas eu droit à ça, c'est quand même dingue. En tout cas, c'est ça que je me suis dit, c'est-à-dire qu'il voit son père paterner ses jeunes enfants, alors que lui, sans doute qu'il a une expérience de son père beaucoup bien différente. Et bien sûr, le père est celui qui sait, enfin celui qui ne doute pas de la croyance. Il y a une transcendance et il y a des amulettes. Ouais. Voilà. Alors que le fils, justement, on sent qu'il y croit pas, quoi. Il y croit pas. Et justement, à un moment donné, le fait qu'il retrouve cet enfant, c'est comme si finalement, dans la passation, dans la filiation, il y avait quand même quelque chose qui a été transmis malgré lui. Alors que lui, il pensait que son père était un charlatan, en fait. Et donc, il a reproduit finalement une sorte de schéma qu'il avait intellectualisé. Alors que finalement, pour moi, l'énigme du film, c'est ça. C'est peut-être au niveau de la filiation, et que quelque part il a intégré quelque chose sans le savoir, et qu'à un moment donné, justement, quand il porte cet enfant, comme s'il y avait une sorte de... pas une gestation qui s'était passée, mais comme s'il y avait eu quelque chose qui a fait que tout d'un coup il a compris qu'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas maîtrisé depuis des années et des années. Et oui, voilà, d'où à la fin cette espèce d'étrange rituel qui fait aussi contrepoids aux autres petits rituels, quand par exemple au début il tournait autour du jeune homme noir en parlant de son père à droite à gauche là en stéréo un peu, en lui faisant répéter la même phrase, et on se disait il est gonflé quand même, il fait le sorcier, bon, d'un côté et de l'autre avec le père musicien là, et finalement à la fin il y a cette espèce de moment où le père convoque les enfants autour, quasiment en cercle, et dit bon, maintenant on va s'occuper de lui et on va faire une prière ou ou des incantations, voilà, pour lui. Et donc là, il le met en plus en position d'enfant des enfants. D'une certaine façon. Ce qui doit renvoyer aussi peut-être, ça me rappelle des choses que j'avais lues de Roland Barthes qui était allé plein de fois au Maroc et tout ça, en tout cas d'une espèce de figure de ce qu'on appelle en latin puer senilis, hein, l'enfant vieille âme d'une certaine façon, l'enfant vieillard, c'est-à-dire cette idée que l'enfant peut aussi être une figure de sage. Et on voit bien à ce moment-là que le père, il y a une espèce de... on saute une génération dans la filiation, disons, et le père et les jeunes enfants, maternes ou paternes, celui du milieu, quoi. Il se passe là quelque chose qui inverse la généalogie. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais le fait que le petit oiseau en question, à la fin, parte par la fenêtre, ça, c'est aussi un autre... le film est truffé de moments étonnants, assez surprenants, où finalement on pourrait se dire au moins la mère elle a retrouvé l'un de ses deux fils, elle va le ramener, etc. Mais pas du tout. Hop, de manière assez pudique comme ça, on voit le geste qu'elle fait vers son visage. Il se laisse pas tellement toucher et hop, il s'envole par la fenêtre. Moi, je voudrais revenir sur votre... Je trouve que vous avez très justement noté la césure qu'il y a dans ce film. Et moi aussi, je l'ai noté. Et par contre, je ne suis pas d'accord avec vous, au sens où, quand moi, j'en ai été consciente, j'ai été assez déçue. Finalement, oui. J'ai commencé à décrocher du film, parce que je trouve que cette idée de rédemption... elle est trop laborieuse, elle est grossière, et on nous la sert de manière trop directe, alors que je trouvais que toute la première partie était infiniment plus intéressante et nouvelle, au sens où cette exploration des arcanes maraboutés, etc., tout ça, ça me paraissait vraiment fascinant. En plus, c'était pas didactique, on nous dit pas ce qu'il faut en penser ou pas en penser, et je trouvais que ça, c'était vraiment rafraîchissant. En plus, on ne sait pas si ce personnage, il est positif ou négatif. Toute cette première partie-là est fascinante. Et puis après, il y a cette césure où, avec l'apparition de ces enfants, un thème un peu à la mode, pardon, mais qui est parachuté au milieu
Et finalement, vous disiez tout à l'heure qu'il n'est pas tributaire du spectacle, il est assez libre. Et moi, je trouve qu'à ce moment-là, justement, il pense un peu à ce qu'on va penser à lui quand il va sortir en salle. Ah, je comprends. Et que, là, il rajoute un sujet qui va être fédérateur, etc. Je dis pas que c'est pas fédérateur, mais je trouve que c'est maladroit et grossier, par rapport à l'ambition initiale du film. Voilà. Oui, je comprends. Effectivement, cette deuxième partie, il y a une espèce de retour de la morale dans ce que vous dites, qui nous montre un être amoral, puisque de toute façon ça fait de l'argent, et puis les autres, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à faire pareil, etc. Espèce de façon dont il persévère dans son être, quoi. Et après, on se dit, il faut vraiment être bien, il faut soi-même faire un saut de croyance, disons, pour croire que lui-même soit bouleversé au fond par cette ça je peux pas maîtriser ça, mais je comprends que ce soit une sorte de qui tout double d'une certaine façon de la part de la personne qui écrit le film, à savoir quand même lui avec d'autres co-scénaristes. Mais oui, d'ailleurs je vois que dans les scénarios il y a ce scénariste français dont je vois souvent le nom, Thomas Bidguin. Et maintenant que vous me dites ça, je me dis, oui, il y a peut-être un côté, le cinéma français l'a rattrapé, quoi, d'une certaine façon. Le film est beau visuellement, mais le scénario n'est pas bon. C'est vraiment ce qu'on pense. Le scénario pêche, mais le film est beau visuellement. Oui, c'est-à-dire que ce qui est le plus réussi, c'est quand même, je dirais même, la matérialité des lieux. Qu'il nous révèle ou non comment ça fonctionne, en fait, comme je vous dis, il l'a plutôt inventé. Donc je pense qu'il est plus malin, disons, que parfois comment c'est organisé. Mais au fond, c'est pas ça, c'est le fait qu'on ait l'impression de comprendre où c'est, comment il a organisé physiquement la petite... Le fait, par exemple, qu'on voit les enfants à un moment faire une fête, vous vous souvenez, dans la salle qu'il a utilisée, on a l'impression, alors soit d'une espèce de profanation, c'est plus du tout la même ambiance, soit tout à coup on est ramené au fait que c'est aussi une salle de quartier et que tout ça c'est un travail de proximité, que finalement il fait un travail de proximité peut-être et auprès des enfants d'une certaine façon et auprès des autres, et que tout ça c'est bien le même lieu et que c'est possible que dans un quartier il y ait tout ça. Et je trouve qu'on s'attend pas du tout à voir par exemple cette salle avec la fête, l'anniversaire, mais ça ne sert pas le récit, justement. Il va pas se passer quelque chose de spécial avec ces enfants-là, mais c'est bénéfique. C'est, disons, quand un film veut trop ensuite raconter, et effectivement il y a toujours ce risque d'être édifiant, quoi. Dans tout récit initiatique, il y a ce risque-là. Mais ça, il faudrait presque plus poser des choses et puis laisser le milieu. Mais c'est très difficile à faire parce que c'est un film de fiction et donc en fait, on a l'air de rien, tout est construit, tout est organisé, tout est mis en scène. Donc il suffit pas de laisser tourner la caméra. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout documentaire en fait. En tout cas, merci de votre attention et merci d'être venu au cœur du... Et n'oubliez pas de venir voir Certains l'aiment chaud le 19 avril, car c'est un peu plus lumineux.